pour l'été 1993, la vidange du lac de retenue de Parlou a été préparée pendant plusieurs années. Dès 1991, EDF avait déjà défini les objectifs à atteindre. Un jour ou l'autre, il fallait que ça arrive. Établir la concertation la plus large pour associer les riverains, élus et professionnels du Lévézou à la vidange. Récupérer les poissons du lac. Vider le lac de retenue et vidanger le culot dans les meilleures conditions. Sans oublier, bien sûr, de maîtriser les pollutions à l'aval. Car vidanger une telle quantité d'eau ne se limite pas à une simple opération hydraulique. Ce réservoir d'eau est un milieu vivant, complexe, fragile, qu'il faut apprendre à connaître. Et il se trouve que justement, des équipes de scientifiques étudient Parlou depuis déjà 15 ans. Sur les bords du lac, les voici, parmi les pêcheurs. Ici, l'équipe du professeur Tourinck du CNRS. On est là pour étudier un mécanisme de fonctionnement d'un lac. À partir où on veut connaître un mécanisme de fonctionnement d'un lac, il faut qu'on connaisse tous les paramètres. Il y a une équipe qui travaille sur les échanges vaseux, il y a une équipe qui travaille sur le phytoplancton du lac, il y a une autre équipe qui travaille sur le zooplancton du lac. Avec son équipe, le professeur Tourinck étudie méthodiquement tout l'écosystème du lac. Et grâce à ce travail, on saura à Parlou ce qui va être vidangé et dans quelles conditions. Avec eux, l'équipe du professeur Parent, du laboratoire d'hydrobiologie de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Non, ce qui était intéressant, c'est que jusqu'à présent, la plupart des physiologistes, tels que moi, ont travaillé sur des animaux en laboratoire. Il a fallu qu'on ait, donc, si vous voulez, cette espèce de station ici, où on puisse entreprendre un travail de physiologie comparé sur différentes espèces. Le professeur Parent a enfin trouvé un laboratoire vivant où étudier le poisson, le lac de retenue du barrage de Parlou. Un poste de surveillance et d'observation privilégié pour contrôler la vidange. Pêcheurs par nécessité, mais tout aussi passionnés, ces scientifiques vont nous accompagner pendant toutes les opérations de vidange. On prend tous les poissons qui sont dans la surface, qui est limitée par la ficelle et le filet et le monsieur qui reste là-bas. Hein? Tout le poisson est pris là. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut calculer la densité de poisson sur une certaine superficie, c'est-à-dire la superficie de la Seine. Ah, il y a une perche. Mais quelle putain. Pour EDF, leur concours est précieux. En analysant les sédiments, la qualité de l'eau et en étudiant le comportement des poissons, ils vont contribuer à mieux maîtriser la vidange de Parlou. Ces résultats pouvant être aussi utilisés pour d'autres vidanges à venir. C'est la première fois qu'on s'y intéresse pour une vidange. Comme l'homme, le poisson serait donc stressé. Mais quel rapport y a-t-il entre le stress et la vidange? Et d'abord, qu'est-ce que le stress du poisson? Mais le stress, à ce moment-là, une perturbation métabolique. Bon, alors bien sûr, pour nous c'est très difficile le stress. Pour déterminer un stress chez un poisson. C'est très difficile parce que le poisson n'est pas un animal qui régule sa glycémie. Et alors bien sûr, quand il y a un stress, c'est-à-dire une modification, on peut avoir une augmentation très importante de la glycémie qui peut se durer des heures, des jours. C'est pour ça que le poisson, on va le suivre tout le long de la vidange pour voir comment il réagit à un stress. Et au moment de la vidange du culot, on va essayer de choper des poissons vivants pour voir, parce que là, ils vont être vraiment stressés. Et on aura le stress maximum, et à ce moment-là, on peut avoir une idée du stress du poisson et comment il réagit au cours d'une vidange. Début mars, certains poissons ont dû commencer à stresser. En effet, l'eau du lac commençait à partir par la galerie d'Alrance, 22 mètres cubes par seconde. Direction, le lac de retenue de Villefranche-de-Panat. C'était, en douceur, le début de la vidange qui allait durer 4 mois. Pourquoi aussi lentement? Après les scientifiques, toujours dans un climat de concertation,
un pêcheur nous donne son point de vue. Tout doucement, et c'était le système dans le temps, c'est le système qu'on fait nous quand on vit dans les temps. Plus on descend doucement, moins le poisson est stressé. Moins le poisson est stressé, moins il s'agite. Moins il s'agite, Moi, ils sortent sur les berges. et moins il saute sur les berges, et moins il remue le fond, et moins il y a de la boue. Où vont les poissons du lac quand celui-ci se vide? 2 ou 3 millions de poissons recensés, ça ne disparaît pas comme ça. Il y a 3 façons de réagir. La première, c'est d'aller chercher l'eau pure qui arrive par les émissaires, par les ruisseaux. Oui. Mais ils remontent, je sais pas, sur 50-100 mètres, c'est tout. Et après, ils redescendront parce que c'est pas leur biotope, c'est des eaux trop froides pour eux. Ils essaieront de redescendre après. Une partie aussi se laissera aller et viendra s'entasser dans le fond. L'eau disparaît et le poisson se concentre. Et une partie, mais dans le cas de la vidange de Parlou, elle n'est pas importante, il y en a une partie qui est quelquefois piégée par là, sur le sable, sur la boue et qui meurt. Dans le volume d'eau qui se réduit lentement mais régulièrement, les poissons essaient de s'adapter ou de réagir quand ils ne sont pas repêchés. Par les scientifiques d'abord, mais aussi bien sûr par les pêcheurs. Dès janvier 1992, avec le concours de la Fédération de pêche de l'Aveyron, 3 pêcheurs professionnels agréés et des pêcheurs bénévoles sont sur le lac. Leur but ? Récupérer le maximum de poissons géniteurs pour conserver la souche Parlou, comme les brochets ou les cendres, et détruire les poissons devenus trop gros et qui parasitent le milieu, comme les brèmes. Quant aux derniers poissons contenus dans le culot, ils passeront obligatoirement par la pêcherie. Cette sorte de filtre à poissons a été construit à l'aval pour laisser couler l'eau venue des vannes de fond et arrêter les poissons. Cette pêcherie a été conçue par les chercheurs d'EDF en concertation avec le Conseil supérieur de la pêche et des pêcheurs. Et c'est l'un d'entre eux qui nous explique son fonctionnement à l'occasion d'un essai de lâcher d'eau pour simuler le courant des vannes de fond. Voilà. Alors on voit déjà, donc par conséquent, l'eau qui arrive, mais qui chute très bien entre les grilles, sans aucun problème. Hein? Donc par conséquent, imaginez qu'il y ait un poisson qui arrive là, hein? Je veux dire, il sera très vite à ce niveau-là, il sera épuisé carrément à sec. Les 3 et 4 mai 1993, le niveau du lac est à moins 20 mètres et la terre est déjà craquelée. Le moment est venu de semer de l'herbe par hélicoptère. 10 tonnes de raie grasse vont être réparties sur l'ensemble des rives remises à sec du lac pour en reverdir le fond, mais surtout pour stabiliser les sédiments, créer des herbiers pour les futures frayères et servir de nourriture pour les poissons quand le lac sera à nouveau rempli. Fin mai 93, le lac de Parlou continue de se vider lentement. Et cette pêche électrique permet au professeur Touringue de récupérer pour les étudier les derniers poissons qui tentent de remonter le cours du Vioulou à l'amont. En même temps, sous la conduite des pêcheurs détenteurs de licences professionnelles, des filets saines et maillants sont encore tendus dans les dernières cuvettes du lac. Une expérience unique est même tentée, la pêche au lamparon. Une nuit durant, cette pêche mobilise la curiosité et l'énergie, mais en vain. En voulant trop bien faire, en voulant récupérer du poisson en bon état, on a utilisé un filet trop fin. Et le poisson ne s'est pas laissé prendre. 8 tonnes seront malgré tout ainsi recueillies avant la vidange. Et les pêcheurs amateurs en récupéreront 6. Tout le monde pêche pour sortir le maximum de poissons du lac de Parlou. On récupère les géniteurs, on détruit les espèces parasites et on en mange du poisson. Tous les moyens sont bons, même si certains pêcheurs contestent par exemple les licences de pêche professionnelles accordées par la DDA. Enfin, les responsables d'EDF, avec l'autorisation de la préfecture et en négociation avec tous les partenaires de l'opération,
décide d'ouvrir les vannes de fond pour vidanger le culot le 14 juin 1993. Le passage des poissons au moment de la vidange du culot. Tout le monde attend l'événement. Si les pêches précédentes ont permis de retirer un maximum de poissons, il en reste tout de même entre 50 et 80 tonnes dans l'eau du culot. Ce poisson et la qualité de l'eau sont contrôlés en permanence par les scientifiques et les services d'EDF. Et on sait le 14 juin à 8h20, quand on ouvre les vannes de fond et commence la vidange du culot, que ça ne va pas trop mal, que le taux d'oxygène est suffisant, que les matières en suspension ne sont pas trop concentrées. D'autant plus qu'à 150 mètres à l'aval, de l'eau froide et propre, venue par pompage de la retenue de Bages, vient diluer celle sortant du culot. Commence alors une longue veille. Il y a les gardes de pêche du CSP et puis il y a des volontaires de la fédération de pêche et des sociétés de pêche qui viennent aider à ramasser le poisson par amour du poisson. Ils vont bosser toute la nuit? Ils vont bosser toute la nuit, mais il y en a qui dorment là-haut dans des tentes de l'armée qu'on a installées et on se relaye, ils vont se relayer pendant 3 jours et 3 nuits ou 4 s'il faut. En pleine nuit, les premiers poissons commencent à sortir à la cadence de 1 tonne par heure, recueillis, triés, calibrés et transportés, soit dans ces containers de survie, d'où ils pourront être remis dans d'autres lacs, soit à l'équarrissage ou vers des usines pour être transformés en farine et aliments pour animaux. Ce qui reste est mis à la disposition des restaurants du cœur. L'équivalent de 5000 repas pourra ainsi être financé pour les fêtes de fin d'année. Le lendemain, comme la température augmente, les premiers ventres blancs apparaissent à la surface du culot, tandis que des pêcheurs amateurs et des curieux essaient quand même d'en récupérer. Il faut vite trouver une solution. Les responsables d'EDF se concertent et décident d'envoyer de l'eau fraîche, propre et oxygénée dans le culot et de vidanger le plus rapidement possible. On analyse la qualité de l'eau, on étudie le stress du poisson, et on aimerait bien savoir exactement quand le gros du poisson va passer. Et chacun y va de son pronostic. Les mesures d'oxygène, elles sont en train d'être faites. Mais enfin, ça m'étonnerait qu'elles soient mauvaises. Et de l'eau, il y en a encore assez. Donc le poisson, en conséquence de quoi, il n'y a pas de raison qu'il sorte. Il sortira quand? Pour l'instant. Quand il veut. Quand il veut. Deuxième nuit à la pêcherie. L'eau fraîche produit sans doute son effet et les monstres débarquent. Et la cadence va monter à 3 tonnes à l'heure. Le troisième jour, la fatigue commence vraiment à se faire sentir, mais on se relaie toujours à la pêcherie pour recueillir les poissons qui ne cessent de passer. Et l'épreuve va durer encore toute une nuit. Le 4e jour, on commence à toucher le fond du culot et la cadence faiblit enfin. Entre les gros et les petits, 77 tonnes de poissons seront récupérées à la pêcherie. Les derniers passent et il nous reste bientôt plus que quelques irréductibles à la pêcherie. Soudain, hasard ou coïncidence, au moment où notre caméra froisse la cassette vidéo, les hommes reculent en criant. Les derniers dépôts du fond du culot viennent de boucher les grilles, empêchant l'eau de passer. On referme les vannes, mais c'est déjà trop tard. Alors, dans un dernier effort, on nettoie. Mais l'essentiel est fait. Le poisson est passé. Le culot est vidangé. Et surtout, il n'y a pas eu de casse. Si, un peu. Dans la galerie d'évacuation d'Alrance, où les poissons attirés par une eau plus fraîche et de meilleure qualité sont venus en traversant les grilles. Malgré une remise en eau partielle pour les sauver, ils n'ont plus su nager dans le noir et il faut les évacuer. Après 30 ans,
les derniers poissons quittent le lac de Parlou. Les vieilles routes, les chemins et les ponts d'autrefois sont réapparus, presque intacts. Après la foule des curieux de ces derniers jours, les premiers touristes viennent découvrir le lac vide, un paysage étonnant, enfoui depuis 30 ans, tandis que le Vioulou charrie encore des eaux apparemment boueuses. Mais Jean-Pierre Andrieux, qui analyse pour EDF la qualité de l'eau, nous confirme que malgré sa couleur et son apparence, cette eau n'est pas nuisible à l'environnement. Nous sommes ici au point que nous appelons le point 3 dans notre jargon, qui en fait est le 3e point de mesure, 3 km en aval du barrage. On a 90 microsiemens, 89, 90 Plusieurs jours après la vidange, il n'y a donc pas plus de matière en suspension qu'avant. On est a priori à 9,2 millions. Et la quantité d'oxygène dissoute dans l'eau est encore importante, indice d'une eau très peu polluée. Pour moi, ça s'est bien passé. Je pense qu'on verra vraiment plus tard, parce qu'il faut voir vraiment ce que ça donne sur le Vior. Parce que pour moi, c'est quand même la rivière que je préfère. Le Vior, c'est comme mon pays. Hein. Mais globalement, j'avais beaucoup de craintes sur cette vidange et je pense qu'on s'en est bien sorti. Les travaux ont commencé bien avant la vidange du culot. Peut-être pas aussi visible qu'on l'attendait, ces travaux vont permettre néanmoins de refaire les parements en béton, réviser les joints du barrage, réparer les pièces métalliques immergées ou les changer quand les progrès techniques leur confèrent une meilleure sécurité. Vidées de l'euro pour la première fois depuis 30 ans, ces galeries peuvent être enfin inspectées. Ça, c'est ce que dessinaient les enfants des écoles riveraines il y a un an, quand seule l'imagination, le pinceau et les crayons pouvaient décrire ce qu'on ferait l'été 93 quand le lac serait vide. Mais pour EDF, l'aventure avait commencé 4 ans plus tôt. Il avait fallu rencontrer les acteurs du développement local, les responsables et les élus, les informer, les aider à assumer les impacts de la vidange, susciter les éventuels projets de substitution et leur financement, bref, communiquer. Au bout de 30 ans, le lac était tellement intégré que ce ne fut pas toujours facile. Mais la réponse fut dynamique. À l'initiative des élus des communes concernées, le CIVOM des monts et lacs du Lévézou fut créé et une stratégie de développement économique et touristique élaborée. Des scénarios d'animation commencent alors à être envisagés. Conçus pour remplacer le pédalo ou la planche à voile et la natation, mais aussi pour initier une dynamique d'animation que n'avait pas encore connue cette région de l'Aveyron. « 300 000 personnes seront passées ici pendant 4 mois. 1700 véhicules par jour, 30 000 personnes pendant la vidange du culot, avec une pointe de fréquentation de 7500 au moment du passage du poisson. Même le ministre de l'Agriculture, accompagné du directeur général d'EDF, y est venu voir le spectacle insolite du lac vide. C'est quand même assez extraordinaire de revoir tout ce qui a vécu à cette époque-là, il y a maintenant un demi-siècle. À l'occasion de cette vidange, le Lévézou a acquis une notoriété qu'il ne possédait pas. C'est évident pour tout le monde. Deuxièmement, il a amélioré son image.
le mot de Parlou, maintenant, est lancé au niveau national. Moi, j'ai eu des coups de fil de gens de très loin qui m'ont demandé des renseignements. Ils entendaient parler de cela, qui n'en avaient jamais entendu parler. Ils sont prêts à venir quand il sera plein de nouveau. Cela a permis de faire connaître par l'intermédiaire des médias, bien sûr, hein, et puis de tous les gens qui sont déplacés, parce que nous voyons circuler des voitures de tous les départements. Je crois, moi personnellement, que ça a permis de faire découvrir notre région, notre belle région, parce que cette année-ci, nous n'avions pas l'eau, mais quand nous avons l'eau, je crois qu'il ne manque plus rien, nous avons tout. Au moment où la souche de Parlou retrouve les eaux montantes du lac, si on faisait le bilan, avec tous ceux qui y étaient, acteurs bénévoles et professionnels, partenaires avec EDF de la vidange. Bon, on disait c'est encore l'an prochain, mais bon, ensuite l'an prochain est arrivé, c'est-à-dire l'été 93, avec les derniers jours de vidange qui ont amené beaucoup de gens pour faire soi-disant la pêche miraculeuse. Elle a été miraculeuse peut-être pour certains. C'est la première année du point de vue touristique que nous avons une année aussi difficile pour les professionnels du tourisme, qu'ils soient au bord des lacs ou qu'ils soient ailleurs. C'est sur l'ensemble de la France. Alors cette vidange est venue par-dessus, mais tout compte fait, on vient de se dire, pourquoi pas, tout la même année, finalement on a passé le plus dur. Cette vidange sera une mutation, aura permis à l'ensemble des acteurs économiques de la zone de prendre conscience de ce que pourrait être le tourisme dans notre région. Alors il n'y a pas eu, c'est évident, d'impact catastrophique. Le Violou n'est pas dans un état si mauvais que ça actuellement. Et il faut dire qu'il y avait deux facteurs favorables dans cette vidange. Le premier, c'était la possibilité, grâce à une conduite d'amener d'eau de bâche, de pouvoir lâcher de l'eau juste au pied du barrage et donc de diluer les derniers mètres cubes d'eau boueuse qui s'échappaient des vannes. Et le deuxième, c'est que dans ce barrage de Parlou, il n'y avait pas une grande quantité de boue au fond. Ce qui est certain, c'est que le Violou n'était pas dans un état mirobolant, et je peux, sans trop nous avancer, puisqu'on a réussi enfin à faire un partenariat pêcheurs et EDF, je peux dire que dans 3 ans, sans trop s'avancer, le Violou devrait être en meilleur état qu'il ne l'était avant la vidange, c'est tout. Mais en travaillant suffisamment à l'amont avec tout le monde, comme on l'a fait, avec tous ceux qui ont voulu s'y joindre, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu s'y joindre. Qui ? Hein ? Non, je crois que on va pas dire des noms, mais le secret de tous ces partenariats, c'est de travailler sur le terrain. Où les gens veulent travailler sur le terrain, où ils ne veulent s'impliquer que d'une façon vaguement intellectuelle, et à ce moment-là, ils sont obligés d'être à côté de la plaque. On s'est enrichi de par la connaissance de Jean-Noël, de Jean-Paul, de Denis, des scientifiques de l'EDF. Et je dis Denis, mais tous ces gens de l'EDF. Et ça nous a enrichi, ça nous a apporté une somme d'amitié incommensurable. Et en fait, on est satisfait de tout ça, tu vois. Et ça a été important pour nous. Et on est prêt à rebosser dans ces conditions-là, pas pour n'importe qui. Parce que bénévole, on est salarié de personne. On a encore 10 ans de travail sur les vidanges. Et puis, Avec cette vidange, tous ont pu vérifier que la préparation, la communication et surtout la concertation contribuent à de bons résultats. Une méthode de travail et des procédures qui devraient pouvoir encore s'améliorer pour les prochaines vidanges.